La question conclusive du programme de géographie de terminale, qui fait donc un petit peu le point sur tout ce qui a été vu dans l'année, porte sur la France et ses régions dans l'Union européenne et la mondialisation. Quelles en sont les lignes de force et les compositions? En fait, on s'aperçoit que ce titre est surtout traité dans la première partie, et la deuxième partie nous demande de nous intéresser un peu au phénomène régional en France, comme c'était le cas d'ailleurs dans le programme précédent, qui a donc pris fin l'année dernière. Alors il s'agit donc en géographie de voir en gros comment s'organise le territoire français, quels sont les éléments qui modifient cette organisation, et donc quelle place la région, dont nous reparlerons tout de suite après, a dans cette organisation. Alors d'abord les lignes de force, c'est-à-dire les grandes tendances de l'organisation du territoire français. Et d'abord le poids de l'héritage. Effectivement, il y a 3 traditions territoriales en France, si on peut dire, que nous pouvons illustrer par des petites cartes. La première, c'est le poids de Paris, qui est dû à la centralisation du territoire français. C'est une centralisation qui est très ancienne, qui est politique, qui remonte en fait à la monarchie absolue et qui ne s'est jamais vraiment démentie. Et donc Paris a tendance à écraser, Paris et l'Île-de-France ont tendance à écraser un petit peu l'ensemble français par la concentration de la population et par l'importance de leur économie, et ce au détriment du reste du territoire qui a plus de mal à exister. La deuxième ligne de force, c'est la division très ancienne entre une France de l'Ouest, qui était traditionnellement plutôt rurale, et une France de l'Est qui était plus industrialisée, parce que c'est là que se trouvaient les bassins de matières premières, de charbon, de minerais de fer, et on a une ligne Le Havre-Marseille qui sépare une France industrialisée à l'Est d'une France qui l'était beaucoup moins à l'Ouest. Mais aujourd'hui, cette division, nous allons le voir, a été effacée. Enfin, le troisième élément, c'est la fameuse diagonale du vide, qui est cet espace qui va à peu près des Ardennes au nord-est jusqu'au sud-ouest de la France, et qui est un espace de faible densité, de faible activité en France, avec un peu une espèce de cercle vicieux dont on n'arrive pas à sortir. Moins il y a d'activité, moins il y a de monde, moins il y a de monde, moins il y a d'activité. Et on parle de régénération de la diagonale du vide depuis très longtemps en géographie de la France. Alors, quelles sont les recompositions? D'abord, quelles sont les causes des recompositions? Il y en a 2. La première, c'est l'insertion dans l'Union européenne et dans la mondialisation, qui met la France, qui met les territoires de la France en relation et en compétition avec des territoires européens ou des territoires mondiaux, et qui commande de repenser l'organisation de notre territoire afin qu'elle soit efficace à l'échelle mondiale. La deuxième chose, c'est l'apparition de nouveaux acteurs dans le cadre d'une politique de décentralisation, donc l'inverse de ce que nous avons vu en tant qu'héritage à l'instant. La décentralisation, c'est un processus qui a été initié dans les années 1980, sous le premier septennat de François Mitterrand, et qui a donné beaucoup plus de responsabilités, de compétences, de pouvoir aux collectivités territoriales françaises, c'est-à-dire les ensembles de communes, les départements et surtout les régions sur lesquelles nous allons revenir. Donc, nouveaux acteurs, nouveaux enjeux, recomposition du territoire, et quand on regarde maintenant quelles sont les conséquences de ces recompositions, on constate essentiellement 2 choses. La première, c'est que les métropoles, mais ça on le sait depuis la classe de première, où on a passé beaucoup de temps sur les métropoles, eh bien on sait que les métropoles sont aujourd'hui des lieux privilégiés, particulièrement actifs, particulièrement, j'ai envie de dire, progressistes en quelque sorte, et que donc les métropoles, de par leur connexion au reste de l'espace mondial, sont aujourd'hui ces nouvelles lignes de force du territoire français. Et puis il y a des espaces du territoire, des régions, qui sont mieux intégrés que d'autres en raison de leur position géographique. On peut constater la bonne intégration, par exemple, des régions limitrophes qui sont en contact avec d'autres régions européennes, ou des espaces qui sont
particulièrement bien desservis, puisque le maître mot aujourd'hui de la valorisation d'un espace, c'est son accessibilité. Alors, nous en profitons pour préciser qu'il y a normalement une question qui doit être traitée dans la géographie de la France, en terminale cette année. Nous l'intégrons très rapidement dans ce rappel de cours, une question extrêmement excitante. La France, dynamique différenciée des territoires transfrontaliers, ça va vous passionner. Et donc, vous avez bien compris que puisqu'on parle de territoires transfrontaliers, on peut ramener ça à ces régions bien intégrées que nous venons de mentionner. Alors, la deuxième partie du cours doit porter en principe sur la région en France. Nous allons en dire deux choses rapidement. La région comprise comme un territoire de proximité. En effet, c'est un exemple, 80% des déplacements que nous faisons quotidiennement se font à l'intérieur de la région. Donc la région, c'est un peu l'espace de vie du français moyen à l'heure actuelle. Alors c'est devenu un acteur majeur, donc depuis ces lois de décentralisation de 1982-1983, les régions existent administrativement en France depuis 1955. Elles ont été réduites à 13 par une réforme assez récente qui remonte à quelques années. Nous avons donc des régions qui sont beaucoup plus grandes, comme en témoigne cette petite carte que nous voyons en haut à droite. Et depuis les lois de décentralisation, les régions sont devenues des actrices de l'aménagement de leur territoire, avec des compétences qui leur sont propres, notamment en matière de transport, en matière de développement économique ou en matière scolaire, par exemple, comme en témoigne l'investissement des régions dans l'entretien des établissements scolaires. Alors, on peut se demander pour finir si la région n'est pas le bon échelon, effectivement. L'échelon auquel il faut réfléchir pour penser l'aménagement du territoire. Pourquoi? Parce que la région en France, elle est un petit peu idéalement située entre le groupement de communes, qui peut fonctionner à des échelles plus grandes, et l'État, qui lui est peut-être un petit peu trop important pour gérer des problèmes locaux. La deuxième raison pour laquelle on peut dire que c'est le bon échelon, c'est que c'est un échelon européen. Le phénomène régional, c'est un fait massif en Europe. Tous les pays d'Europe ont des régions, et du reste, on rappelle qu'un certain nombre de programmes d'aide européens, par exemple FEDER, sont des programmes régionaux qui sont donc adressés aux régions. Donc, on le voit, il y a eu un certain nombre de modifications dans l'organisation du territoire français. Elles sont dues à des facteurs externes, c'est-à-dire l'influence de nos concurrents extérieurs, en Europe et dans le monde, mais aussi des facteurs internes, c'est-à-dire la volonté de décentraliser et donc de réformer l'organisation des territoires dans le pays.